Masechet Gitin, résumé du Daf Nun He. La Mishnah nous apprend quelques halachot. Premièrement, un homme qui a marié sa fille sourde muette. Elle est mariée Minatora par son père. Quand elle grandit, elle peut se divorcer. On n'a pas besoin de sa conscience pour le divorce. Une femme se divorce même de force. Donc on n'a pas besoin de sa conscience. De là, la Gemara apprend que si un homme, il dit devant deux témoins, vous voyez ce guet-là que je vais donner à ma femme. Et ensuite, il se retourne. Il dit à sa femme, tu vois ici un papier, un shtar, un chèque que je te donne, prends-le. Et donc, il le donne à la femme. Il donne le guet à la femme quand elle croit que c'est autre chose. Elle est divorcée. On n'a pas besoin de sa conscience, comme on a vu dans la Mishnah. Deuxième halakha. Une fille d'Israël qui s'est mariée à un Kohen mange de la trouma. La Gemara déduit de là. Alors qu'on parlait d'une sourde muette, on est passé à une fille petite. Pourquoi on ne reste pas sur une sourde muette? De là, j'apprends. Une sourde muette qui s'est mariée à un homme, un Kohen, ne mange pas de la trouma. Malgré que le mariage, il est valable, mais des rabanan, elle mange quand même pas de la trouma, même de la trouma des rabanan, parce qu'on craint que il risque de se passer le cas contraire où le mari, c'est lui le sourd-muet, donc il n'a pas de conscience, il n'a pas de vie sociale, il n'est pas là, et qui s'est marié avec une femme qui a une conscience, qui doit garder les mitzvot, et il va lui donner de la trouma minatora, alors que leur mariage n'est reconnu que midirabanan. À cause de ce cas-là, on interdit dans tous les autres cas, même dans le cas contraire où, comme on a dit, c'était un homme un Kohen qui s'est marié avec une sourde muette, eh bien, malgré qu'ici, a priori, il n'y aurait pas de problème de lui donner de la tourba, on craint le cas inverse, comme on a dit, donc elle ne mangera pas de la tourba. Troisième halakha que dit la Mishnah. Donc la Mishnah ajoute là-dessus, si elle est morte, son mari l'hérite. La Mishnah encore ajoute, un homme qui a volé une poutre. Le rapport entre les cas, c'est tout simplement des halakhot que a ramené Rabbi Yochanan Ben Gudgeda. Pas plus que ça. Un homme qui a volé une poutre, il a volé une poutre, il a il a construit dans son château, dans son bâtiment, il veut faire tchouva. Il n'a pas besoin de tout détruire. Minatora, il aurait dû tout détruire pour rendre la poutre. Les Chachamim ont institué qu'il paye la poutre et c'est suffisant. De manière à ce que les gens ne se découragent pas de faire tchouva. La Gemara dit que selon Beth Shammai, il aurait fallu tout détruire. Mais Beth Hillel dit que non, on a fait une takana de ne pas tout détruire, il paye et c'est suffisant. Encore une halakha de la Mishnah, enfin, la dernière halakha. Un homme qui a volé une chèvre, par exemple, il en a fait un korban khatat. Le korban, il est cachère si ça ne s'est pas fait savoir que c'était volé. Si ce n'était pas un vol connu de tous, alors le korban il est cachère, le pinet tikkun misbeach. C'est une takana pour le misbeach. La Gemara explique de deux manières. Première manière, c'est de dire que minatora, le korban il est pas soul. Parce que le voleur ne l'a pas acquis. Les chachamim ont dit que le korban soit cachère, parce que sinon les kohanim qui en ont mangé, ils vont s'attrister et ils vont se dégonfler. Ils voudront plus faire des korbanot. Ils vont perdre leur enthousiasme dans les korbanot. Le misbeach va se retrouver vide, sans korbanot. Donc pour encourager les kohanim à travailler, on va leur dire le korban il est cachère. Les chachamim ont institué donc que ce korban il est cachère. Deuxième manière de comprendre la Mishnah, c'est de dire le contraire. Minatora, le korban, il est cachère. Le voleur l'a acquis. Il a volé, il a acquis. Puisque le propriétaire s'est découragé de retrouver, alors le voleur l'a acquis. Maintenant qu'il a acquis, le korban il doit être cachère. Les chachamim ont dit que si c'est un vol connu, alors le korban il sera pas soul, mais peut-être tikkun misbeach. Pour ne pas que les gens disent sur le misbeach, voilà le misbeach il mange des korbanotes volés. La Gemara rajoute quelques précisions et explications autour de cette discussion-là. La Gemara finalement dit un homme qui a volé et qui a été makdish. La Gemara ramène une braïta qui dit un homme qui a volé une bête, un animal, il a été makdish l'animal, il a décidé que ce soit un korban, et puis ensuite il a égorgé ou vendu l'animal, puisque il était makdish entre-temps, c'est pas comme un voleur qui a égorgé ou un voleur qui a vendu qui doit rembourser 4 fois plus ou 5 fois plus. Ici, non.
ici, il ne va pas rendre 4 ou 5 fois plus parce qu'il a égorgé ou il a vendu après qu'il a été makdish. Si maintenant il avait sacrifié ce korban-là à l'extérieur du Beth Amikdash, il est chayav karet. Il est chayav karet, j'entends par là, que ça aurait été kasher à l'intérieur, donc il est chayav karet quand il a fait à l'extérieur. Donc tu vois ici une preuve que une bête volée est kshera pour korban. Or, on a vu là-dessus une marloquette. Est-ce que Minatora c'est kasher ou pasoul? Répond la Gemara. Même celui qui avait dit que le korban il est pasoul Minatora. Et que donc il a fallu que les chachamim permettent et disent que ce soit un korban kasher. Il a fallu une takana spéciale pour que les chachamim kasherisent ce korban, mais Minatora il aurait été pasoul. Et s'il est pasoul à l'intérieur, comment on peut être hayab dessus karet quand on l'a fait à l'extérieur? Répond la Gemara, c'est parce qu'en réalité, quand les chachamim ont dit que ce korban il est kasher, ils ont en réalité décidé de le sortir de la propriété du propriétaire et de le rentrer dans la propriété, dans le domaine du voleur. Le voleur dorénavant est considéré comme le propriétaire, donc son korban il est kasher à l'intérieur, et celui qui l'a fait à l'extérieur, il est chayav karet. Les chachamim ont le pouvoir, le bedin a le pouvoir de faire passer les biens de Reuven à Shimon. Esker, bedin, esker. La Gemara dit à partir de quand il est considéré comme le propriétaire, le voleur en question. La Gemara dit il n'est considéré comme propriétaire qu'à partir du moment où il a été makdish. Dès qu'il a dit que ce sera korban, on le considère comme propriétaire. Mais jusque-là, il n'a pas encore acquis la bête. Donc même s'il a tondu ou qu'elle a eu des petits, il doit tout rendre au premier propriétaire. Mishnah suivante. La Mishnah nous dit comme ça. Sikrikon, ça veut dire un goy qui menace le juif de le tuer. Le juif lui dit, tu sais quoi, prends mon champ et laisse-moi tranquille. Le juif donne son champ au goy. Ici, on a quelques étapes dans les décrets des ennemis. Ce goy-là, quand il menace, combien il est dangereux? En premier temps, les goyim avaient décrété que le goy qui voit un juif et qui ne l'a pas tué sera tué. En deuxième temps, ils ont dit, un goy qui tue un juif doit payer 4 zouz. Les goyim voyaient que le sang des juifs était esquerre, facilement il tuait. Donc à ce moment-là, quand le juif il dit prends mon champ, il est entier avec ça. S'il est entier avec ça, quand viendra ensuite un autre juif le racheter du goy, c'est à lui. C'est à lui, il a le droit de le racheter du goy. Mais à partir du moment où les goyim ont décrété que le goy qui tue un juif sera lui-même tué, alors maintenant quand un goy vient menacer le juif qui veut le tuer, le juif lui dit prends mon champ, le juif n'est pas entier du tout parce qu'il se dit c'est pas légal. Il n'a pas le droit de me tuer. Donc je laisse prendre mon champ pour qu'il ne me tue pas, mais demain, je vais le traîner en justice. Puisqu'il n'est pas entier, on doit appliquer ici la halachot de Sikrikon. Que sont la halachot de Sikrikon? Alors la Mishnah nous dit comme ça. En premier temps, on disait que celui qui a acheté du Sikrikon de ce goy en question, et ensuite il a racheté le champ du Balabaï, du premier, c'est pas bon. Parce qu'on va dire le premier n'a été d'accord avec la vente que par peur du Sikrikon. Si par contre il a commencé par le Balabaï et ensuite il est passé au Sikrikon, là on dit c'est un bon achat. De même, celui qui a acheté du mari et ensuite de la femme, on dira la femme a peur de son mari, elle veut pas qu'il lui dise ouais, tu penses te divorcer, tu veux te réserver mes champs pour ta ketouva ou tu penses à ma mort. Donc la femme, elle vend après son mari, elle est d'accord avec les ventes de son mari, mais en fait elle n'est pas entière avec ça. Donc c'est un achat qui est pas bon. Si par contre il a commencé par la femme et ensuite il a acheté de l'homme, du mari, là c'est un bon achat. En deuxième temps, les chachamim ont dit, le Bedin a décidé, ils ont changé là la formule, ils ont dit non, celui qui achète du Sikrikon, c'est à lui, mais il doit payer au premier propriétaire le quart. Et si le premier propriétaire a les moyens d'acheter, c'est lui qui est prioritaire. C'est lui qui va racheter du goy, et on ne laissera pas quelqu'un d'autre racheter du goy. La Gemara dit, mais finalement, les Bedin ont institué que si c'est resté chez le goy, le Sikrikon pendant 1 an, alors n'importe qui peut racheter à condition de donner au premier propriétaire le quart.